Eh bien, bonjour à tous. Nous allons maintenant donc aborder l'étude du chapitre 4 de ce cours de physiologie cardiaque. Et ce chapitre va porter sur l'étude de la pompe cardiaque, du débit et de son contrôle. Nous avons en effet étudié au chapitre précédent le processus par lequel l'onde de dépolarisation va déclencher une onde de contraction qui parcourt tout le muscle cardiaque depuis les oreillettes jusqu'au ventricule. Pour chaque cellule cardiaque, et compte tenu de l'histologie des fibres musculaires cardiaques qui fonctionnent comme un syncytium, la contraction commence immédiatement après la dépolarisation pour se terminer environ 50 millisecondes après la fin de la repolarisation. Ces contractions vont produire des changements de pression dans les cavités cardiaques qui vont conditionner l'ouverture et la fermeture des valves et la mise en mouvement du sang dans les vaisseaux sanguins. Donc nous allons aborder successivement les phénomènes mécaniques du cycle cardiaque. Nous étudierons la courbe pression-volume du ventricule gauche. Nous verrons qu'il est possible d'enregistrer des bruits cardiaques et nous étudierons leur correspondance physiologique. Nous parlerons de la relation qui existe entre la longueur et la tension d'une cellule musculaire. Et enfin, nous parlerons d'un point très important qui est celui qui concerne le débit cardiaque et son contrôle. Un seul schéma peut permettre de décrire ce que l'on appelle la révolution cardiaque. Révolution qui est une série d'événements qui composent la contraction puis la relaxation cardiaque. Nous allons d'abord énumérer les différents paramètres présentés sur ce schéma. Retenez que ce schéma concerne ici le cœur gauche. On parlera de l'oreillette et du ventricule gauche. Un schéma assez semblable concernant le cœur droit pourrait être utilisé pour illustrer le cycle cardiaque. La différence porterait alors sur les niveaux de pression atteints par le ventricule droit qui sont inférieurs à ceux atteints par le ventricule gauche. Pour illustrer cette différence ventricule droit, ventricule gauche, voici un schéma qui représente un cycle cardiaque où nous aurons illustré en rouge et de haut en bas les pressions aortiques, intraventriculaire gauche et intra-auriculaire gauche. Puis en bleu, les pressions enregistrées dans l'artère pulmonaire, la pression enregistrée dans l'oreillette droite et dans le ventricule droit. Vous comprendrez alors que, pour des raisons purement graphiques, encore une fois, il est plus commode de décrire le cycle des événements cardiaques en utilisant les mesures effectuées au niveau du cœur gauche. Dans la partie supérieure de ce schéma, nous trouverons un tracé d'un électrocardiogramme avec les différentes déflexions caractéristiques de la dérivation des deux et que vous connaissez maintenant. Puis, en dessous, nous trouvons un tracé d'un phonocardiogramme qui, lui, enregistre les bruits du cœur. Ce sont donc des bruits physiologiques sur lesquels nous reviendrons. Dans la partie médiane de ce schéma se superposent trois courbes de pression exprimées en millimètres de mercure. La pression aortique, aussi appelée pression artérielle, est illustrée en vert. La pression intraventriculaire gauche est-elle illustrée en orange, et la pression intra-auriculaire gauche en jaune. Nous voyons que ces pressions vont fluctuer au cours d'un cycle cardiaque pour passer chacune d'entre elles par un maximum et par un minimum. Dans la partie basse de ce schéma se trouve la courbe de volume intraventriculaire exprimée en millilitres. Là encore, cette courbe montre que le volume intraventriculaire passe par un minimum nommé VTS pour volume télésystolique et par un maximum nommé VTD pour volume télédiastolique. La différence entre VTD et VTS est ce que l'on appelle le VS, noté ici VS, ou quelquefois VES pour volume d'éjection systolique.
Dans la dernière partie de ce schéma, enfin, sont résumés les états d'ouverture et de fermeture des valves auriculo-ventriculaires, tout en bas, et sur la ligne juste au-dessus, de la valve aortique et de la valve pulmonaire. Elles peuvent être dans des états ouverts, dans un état ouvert ou dans un état fermé. Cette représentation est souvent complétée enfin par l'illustration des transferts des masses sanguines dans les cavités cardiaques et aussi par la numérotation des phases du cycle cardiaque. Cependant, la numérotation ne fait pas l'objet d'un consensus. Donc, plutôt que retenir des numéros de phase tels qu'on a pu le faire pour les potentiels d'action, par exemple, je vous demanderai ici de ne retenir que les noms des différentes phases du cycle cardiaque, et non pas les numéros. Comme le sang circule de façon ininterrompue et que les cycles cardiaques se succèdent les uns aux autres, nous devrons choisir arbitrairement un point de départ pour décrire le trajet du sang dans le cœur. C'est très souvent la phase de contraction isovolumétrique qui va être utilisée comme début du cycle cardiaque. Cette phase de contraction isovolumétrique du ventricule gauche est donc la phase d'assez courte durée qui est encadrée en rouge donc sur ce schéma. La contraction du ventricule gauche va débuter environ 4 centièmes de seconde après le début du complexe QRS. À ce moment-là, la quantité de sang contenue dans le ventricule gauche est maximum. C'est le VTD, volume télédiastolique. Et vous pouvez noter que les valves aortiques et auriculo-ventriculaires sont fermées. Autrement dit, cette phase se fait alors que la cavité ventriculaire est isolée avec une valve fermée à l'entrée et une valve fermée à la sortie. Dès le début de la montée en pression dans la cavité ventriculaire, la valve auriculo-ventriculaire gauche va en effet se fermer. Donc le ventricule gauche sera un espace clos entre les deux valves fermées, comme je vous l'ai dit. Au fur et à mesure que l'onde de dépolarisation progresse et qu'augmente le nombre de fibres en état de contraction, la pression va augmenter à l'intérieur du ventricule gauche sans que le volume de sang contenu par celui-ci ne change, puisque les valves sont closes. C'est donc la phase de contraction isovolumétrique. Contraction, car augmentation de pression, isovolumétrique, car pas de changement du volume. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il au niveau de la pression aortique? Eh bien, la pression baisse, puisque le sang continue sa course vers la périphérie. Le sang contenu dans l'aorte continue d'être éjecté et progresse en direction des organes. Cette baisse de pression aortique va être brusquement interrompue lorsque la pression à l'intérieur du ventricule gauche va dépasser la pression aortique. Autrement dit, c'est un phénomène qui va signer la fin de cette phase de contraction isovolumétrique, puisque la différence de pression va entraîner l'ouverture de la valve aortique. Donc la phase de contraction isovolumétrique est excessivement courte. Elle se traduit par une baisse de pression aortique, une augmentation brutale de pression ventriculaire et un maintien du volume ventriculaire à un niveau donc stable. Lorsque la valve aortique va s'ouvrir, la contraction isovolumétrique va se terminer et le sang contenu par le ventricule va être éjecté dans l'aorte. Et notez que à ce moment-là, la pression aortique sera à son niveau le plus bas. On parlera pour la pression aortique de pression artérielle diastolique. Donc, s'il faut résumer cette phase de contraction isovolumétrique, vous retiendrez qu'elle débute par la fermeture de la valve auriculo-ventriculaire gauche, qu'on appelle aussi valve mitrale, que cette contraction est dite isovolumétrique, ce qui signifie que le volume ventriculaire ne change pas, qu'au cours de cette phase, la pression aortique baisse, bien que la pression intraventriculaire augmente,
et que c'est l'ouverture de la valve aortique qui va être induite par le fait que la pression intraventriculaire devient supérieure à la pression aortique, qui va signer la fin de cette phase de contraction isovolumétrique. Se produit alors, comme vous vous y attendez, l'éjection ventriculaire. Cette éjection ventriculaire va se faire en 2 temps. Le sang va s'écouler du ventricule gauche, ou va être plus exactement éjecté par le ventricule gauche dans l'aorte, tant et aussi longtemps que la valve aortique va rester ouverte. Pendant les 250 premières millisecondes environ de la phase d'éjection, la pression dans le ventricule gauche continue d'augmenter et reste supérieure très légèrement à celle de l'aorte. L'écoulement du sang va donc être lié à cette différence de pression. C'est ce que l'on appellera la phase active d'éjection. Puis, la pression intraventriculaire va commencer à diminuer. Malgré cela, le sang va continuer de se déverser dans l'aorte, de quitter le ventricule gauche. C'est d'autant plus surprenant que la pression dans l'aorte est légèrement supérieure à celle qui existe à ce moment-là à l'intérieur du ventricule gauche. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible tout simplement parce que le sang, lorsqu'il va être mis en mouvement au cours de la phase active d'éjection, va acquérir une certaine énergie. Et cette énergie va permettre ce mouvement de sang malgré à l'encontre d'une différence de pression. Cette deuxième phase d'éjection va être qualifiée de phase d'éjection passive. Pendant cette phase passive, l'écoulement du sang des veines pulmonaires vers les oreillettes augmente assez rapidement, entraînant une augmentation de la pression intra-auriculaire. Donc la pression en jaune va augmenter. La valve aortique ensuite va se fermer, ce qui bien évidemment va mettre un terme à la phase d'éjection. Lorsque le ventricule se vide de son sang, le volume ventriculaire va bien évidemment diminuer. Le volume ventriculaire diminue et va passer de son VTD, volume télédiastolique, à son VTS, volume télésystolique, volume en fin de systole, en fin de contraction, plus exactement en fin d'éjection. À la fin de la phase d'éjection, le volume persistant sera donc un volume minimum. Nous pourrons nous poser plus tard la question de savoir est-ce que ce volume minimum est égal à 0 ? Autrement dit, est-ce que le ventricule se vide complètement? Nous reviendrons sur cette notion. En résumé, l'éjection ventriculaire débute par l'ouverture de la valve aortique. Elle se déroule en 2 phases successives. La première phase est active et elle est liée à la différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte, différence de pression générée par la contraction du ventricule gauche. La deuxième phase d'éjection est passive et elle est due à l'inertie de la masse sanguine. La fermeture de la valve aortique, enfin, va signer la fin de l'éjection ventriculaire. Va ensuite se produire une phase qui est qualifiée de phase de relaxation isovolumétrique ventriculaire. C'est à nouveau une phase qui est assez courte. Au moment où la valve aortique se referme, les fibres musculaires du ventricule gauche sont en pleine relaxation. Le ventricule contient encore un certain volume de sang, le VTS, le volume télésystolique, et les 2 valves sont fermées. Nous avons donc une relaxation sans possibilité de changement du volume, et donc une relaxation dite isovolumétrique. Pendant cette phase, la pression aortique décrit une remontée transitoire. C'est ce que l'on appelle l'onde dicrote, ou encore l'incisure catacrote telle que c'est décrit sur ce schéma.
Donc ce sont deux synonymes, onde dicrote ou incisure catacrote. Cette onde est attribuée à la fermeture de la valve aortique. On voit que la fermeture de la valve aortique va provoquer une petite remontée de pression dans l'aorte, et on verra que cette fermeture de valve aortique s'accompagne également de la création d'une turbulence, d'une vibration, qui va donner naissance à un des bruits cardiaques, le deuxième bruit cardiaque illustré ici sur le tracé du phonocardiogramme. Ne vous inquiétez pas, j'ai conscience de ne pas avoir encore décrit le premier bruit cardiaque, mais nous reverrons ces bruits un peu plus tard. Les courbes de pression de l'oreillette gauche et du ventricule gauche vont se croiser. Autrement dit, la pression intraventriculaire va devenir inférieure à la pression intra-auriculaire. En toute fin de phase de relaxation isovolumétrique, la pression intraventriculaire devient inférieure à la pression dans l'oreillette. Évidemment, ceci va entraîner l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire gauche, ou valve mitrale, et va donc signer la fin de la phase de relaxation isovolumétrique ventriculaire. En résumé donc, la phase de relaxation isovolumétrique débute lors de la fermeture de la valve aortique. Elle se caractérise par la relaxation des muscles ventriculaires alors que les valves sont fermées. Notez cependant que cette diastole ventriculaire, cette relaxation, était déjà présente lors de la phase d'éjection passive. Le ventricule n'attend pas la phase de relaxation isovolumétrique pour démarrer sa relaxation. Il commence sa relaxation au début de la deuxième phase d'éjection. L'onde de pression aortique décrit une remontée au cours de cette phase de relaxation isovolumétrique que l'on appelle l'onde dicrote. Et cette phase de relaxation se termine par l'ouverture de la valve mitrale, ouverture qui est produite par la différence de pression entre l'oreillette et le ventricule. Le remplissage ventriculaire va alors pouvoir se produire. En effet, entre le moment où la valve mitrale s'ouvre, à la fin du relâchement isovolumétrique, et le moment où la valve mitrale va se refermer au début de la contraction isovolumétrique, l'oreillette gauche et le ventricule gauche vont pouvoir communiquer librement. Lorsque le cœur est au repos, autrement dit lorsque la fréquence cardiaque est faible, alors nous verrons que la durée de la relaxation ventriculaire est plus longue. Et lorsque la relaxation ventriculaire est longue, on va distinguer très nettement 3 phases de remplissage ventriculaire. Et nous allons, à la diapositive suivante, en décrire la première d'entre elles. La première de ces phases de remplissage ventriculaire est ce que l'on appelle la protodiastole. La protodiastole correspond à une phase de remplissage rapide du ventricule sous l'effet de la différence de pression importante qui existe à ce moment-là entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Différence de pression importante, c'est peut-être en effet exagéré si l'on s'en tient à ce schéma. Mais cette différence de pression, en tout cas, sera suffisante pour permettre ce remplissage rapide. Vous voyez que cette phase de protodiastole est assez efficace en termes de remplissage, puisque sur le schéma du volume, sur la courbe du volume plus exactement, le VTS va augmenter assez nettement et on considère que c'est environ 80% du remplissage ventriculaire qui va se faire au cours de cette première phase. La deuxième phase correspond à ce que l'on appelle la mésodiastole. La mésodiastole est une phase dite également de diastasis. C'est une phase où les mouvements de sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche sont pratiquement nuls. La courbe de volume intraventriculaire forme à ce moment-là un plateau. Les pressions intraventriculaires et intra-auriculaires s'égalisent
au début de la mésodiastole. Ce qui n'est pas forcément évident sur ce schéma encore une fois, puisque pour des raisons graphiques, on a préféré maintenir une certaine superposition entre la courbe orange et la courbe jaune. Quoi qu'il en soit, on peut s'étonner d'avoir une phase dite de remplissage ventriculaire, la mésodiastole en l'occurrence, phase au cours de laquelle il n'y a pas de mouvement de sang, et donc phase au cours de laquelle il n'y a pas de remplissage ventriculaire. Cette deuxième phase est donc un peu curieuse en ce sens que elle ne participe pas au remplissage ventriculaire. La courbe de volume nous l'indique bien en formant cette espèce de plateau. La troisième phase maintenant de remplissage ventriculaire correspond à la reprise de l'écoulement du sang sous l'effet de la contraction de l'oreillette. Cette dernière phase, la télédiastole, représente environ 20% du remplissage du ventricule. Elle permet 20% du remplissage du ventricule. La contraction de l'oreillette entraîne une élévation de la pression dans l'oreillette gauche, mais aussi dans le ventricule gauche, puisque la valve auriculo-ventriculaire est ouverte. Et donc cette phase de télédiastole se traduit par une reprise de l'écoulement et une augmentation de pression dans les deux cavités. Puis, l'oreillette gauche a fini de se contracter, elle commence à se relaxer, elle va donc se traduire, cette relaxation, par une baisse de la pression dans le ventricule gauche, baisse de la pression qui va suffire à un moment donné à fermer la valve auriculo-ventriculaire gauche et ainsi signer la fin de la phase de télédiastole. S'il faut résumer donc le remplissage ventriculaire en quelques mots, nous pouvons dire que la diastole ventriculaire se produit entre l'ouverture de la valve mitrale et sa fermeture. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Non, pas tout à fait, j'en conviens, puisque nous l'avons dit précédemment, la diastole ventriculaire va démarrer un peu plus tôt, c'est-à-dire au début plus exactement de la deuxième phase d'éjection. Donc il convient de dire que le remplissage ventriculaire se déroule entre l'ouverture de la valve mitrale et sa fermeture, que ce remplissage ventriculaire se décline en trois phases, la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole, en retenant que la mésodiastole a ce site particulier qu'elle ne se traduit pas par un mouvement de sang dans le ventricule. Et enfin, nous retiendrons que la fin de la diastole, qu'on appelle la télédiastole, va ramener le volume ventriculaire à sa valeur maximale. On va se retrouver à ce moment-là avec un volume qui est égal au volume télédiastolique. Donc, comme je l'ai souligné, il existe une relative incohérence dans la description du remplissage ventriculaire avec la phase du milieu, la mésodiastole, au cours de laquelle il n'y a pas de remplissage. Alors, sans vouloir être finaliste, on peut s'interroger sur le rôle que va jouer cette mésodiastole dans la physiologie cardiaque. Cette phase va être, comme je vous l'avais dit précédemment, surtout évidente, surtout importante, lorsque l'on est à une fréquence cardiaque de repos. Et cette phase va avoir tendance à disparaître lorsque la fréquence cardiaque augmente. Nous avons sur ce tableau indiqué les valeurs en secondes de la durée d'un cycle cardiaque et les valeurs respectives pour ce cycle cardiaque de la durée de la systole et de la durée de la diastole. Lorsque nous sommes à fréquence faible, une fréquence de 75 battements par minute, qui est une fréquence dite de repos, ou lorsque notre cœur bat à une fréquence beaucoup plus élevée, qui est une fréquence de l'ordre de 200 battements par minute. Il faut noter que c'est une fréquence élevée que l'on rencontre seulement au cours d'un exercice physique intense et encore chez des sportifs entraînés. Nous voyons que la contribution de la systole et la contribution de la diastole à la diminution de la durée du cycle cardiaque n'est pas équivalente. En effet, une réduction de plus de 60% de la durée du cycle cardiaque
se traduira par une réduction de 40% de la durée de la systole et par une réduction de près de 75% de la durée de la diastole. C'est donc surtout sur la durée de la diastole que l'on va récupérer le temps nécessaire à la diminution du cycle cardiaque lorsqu'il va falloir que notre cœur batte plus vite. On sait que c'est au cours de la diastole que le muscle cardiaque va être irrigué par le sang des artères coronaires. Et plus particulièrement, la portion sous-endocardique, la portion de muscle la plus proche des cavités, est une portion qui va vraiment n'être irriguée pratiquement que dans les périodes de diastole. Si la diastole devient trop courte, il y a un risque de mauvaise irrigation de cette zone du muscle cardiaque. De plus, le remplissage ventriculaire se faisant au cours de la diastole, si la diastole est trop courte, à fréquence très élevée, il y a un risque de mauvais remplissage. En réalité, on considère que, à condition que le retour veineux soit suffisant, le remplissage ventriculaire va se faire de façon correcte jusqu'à une fréquence de 180 battements par minute. De la fréquence de repos jusqu'à cette fréquence maximum, le débit cardiaque va augmenter parallèlement à la fréquence. Au-delà de cette fréquence maximum, le débit va rester stable, pourra même éventuellement diminuer. Et donc nous appréhendons ici une notion qui est qu'il existe une fréquence cardiaque maximum au cours de laquelle les phénomènes de remplissage et d'irrigation du muscle cardiaque ne seront plus suffisants pour continuer de permettre une augmentation de son débit. Vous aurez également noté que le schéma que je commente depuis plusieurs diapositives est notoirement incomplet en ce sens que les axes des abscisses et des ordonnées font défaut. Or, depuis que vous avez commencé des études scientifiques, on vous dit un schéma doit toujours comporter une légende pour les axes, ce qui est fait, une unité, ce qui est fait, mais également une échelle. Si nous rétablissons ces axes maintenant, nous allons pouvoir parler des variations des différents paramètres, des différentes pressions, mais également des variations du volume. Pour ce qui est du temps, nous venons d'en parler. Nous avons dit que pour une fréquence de repos, de l'ordre de 75 battements par minute, un cycle cardiaque durait donc environ 0,8 secondes, 8 dixièmes de seconde. Pour ce qui est du volume ventriculaire, nous voyons que sur cet exemple, le volume ventriculaire va passer de 70 ml à son volume le plus faible à 130 ml à son volume le plus élevé. Nous pouvons tirer de cela plusieurs enseignements. Premier enseignement, question que nous nous sommes posée un peu plus tôt, est-ce qu'à la fin de la contraction, le ventricule gauche est ou pas complètement vide ? La réponse est non, puisque dans notre exemple, à la fin de l'éjection, le ventricule gauche contient encore 70 ml de sang. C'est le volume télésystolique. Deuxième enseignement, combien est-ce que le ventricule gauche est capable d'éjecter de sang en une contraction ? Eh bien, sur cet exemple, au cours d'une seule contraction, le ventricule va éjecter 60 ml. C'est donc le volume d'éjection systolique dont nous avons parlé. On peut se demander maintenant si ces volumes sont constants. Eh bien, la réponse est non. Ces volumes ne sont pas constants. Ils dépendent, entre autres choses, de la géométrie du cœur, autrement dit de la taille des cavités ventriculaires. Nous n'avons pas tous, les uns et les autres, un cœur qui présente les mêmes caractéristiques en termes de taille des cavités. Autrement dit, notre cylindrée n'est pas la même. Contentons-nous maintenant d'observer les courbes de pression. La courbe en vert est, nous l'avons dit,
la courbe de pression artérielle, donc mesurée au niveau aortique. Cette courbe passe par un minimum que l'on appelle la pression artérielle diastolique, ou PAD. Dans notre exemple, la pression artérielle diastolique a une valeur de 80 mm de mercure. Cette courbe passe ensuite par un maximum, qui s'appellera évidemment pression artérielle systolique, et qui, dans notre exemple, a une valeur proche de 120 mm de mercure. Il s'agit ici de valeurs normales, de valeurs physiologiques de la pression artérielle. Ces deux chiffres vous seront donnés au cabinet du médecin dans une unité qui ne sont pas les millimètres de mercure, mais qui sont les centimètres de mercure. En effet, le médecin, quand il prend votre pression artérielle, il vous indique un chiffre qui va être le chiffre de 12/8, par exemple, qui est une pression normale. Ça devrait être le cas pour vous et moi qui sommes des jeunes gens en bonne santé et donc qui avons une pression tout à fait normale. Notez que la pression artérielle diastolique est la pression à laquelle la valve aortique va être capable de s'ouvrir. Notez aussi que le passage de la pression artérielle systolique à la pression artérielle diastolique va se faire avec un petit ressaut que l'on a appelé donc incisure catacrote ou onde dicrote dont nous avons déjà parlé. La morphologie des courbes de pression artérielle varie en fonction du lieu de mesure de cette pression artérielle ou encore en fonction de l'âge du patient. Nous avons ici deux tracés, avec à la gauche un sujet jeune et à la droite le tracé obtenu chez un sujet âgé. Chez le sujet âgé, les artères sont plus rigides et de ce fait, le pic systolique va être plus élevé, mais également légèrement retardé. Et l'onde diastolique, en grisé, plus léger sur ce schéma, va être légèrement diminuée. Donc vous voyez que l'aspect de ces deux courbes sont effectivement très différentes. D'autres modifications de la courbe de pression artérielle pourront être observées dans différentes situations pathologiques. Là, ce n'est pas une situation pathologique, il s'agit de vieillissement physiologique. Notre pression artérielle, au cours du vieillissement, va effectivement présenter certaines variations. Bien entendu, les valeurs elles-mêmes de pression artérielle systolique et de pression artérielle diastolique peuvent varier. C'est ce que l'on appellera une hypertension artérielle en cas d'élévation de ces chiffres, ou au contraire, ce qui est peut-être plus rare quand même, une hypotension artérielle en cas de diminution de ces chiffres. Vous reviendrez sur ces notions de pathologie dans les années supérieures. Vous pouvez également reconnaître ici que les valeurs de pression présentent des fluctuations au cours de la journée. Vous avez ici un chronogramme de pression artérielle systolique dans la partie supérieure et diastolique dans la partie inférieure. Et nous voyons que les valeurs entre 22 heures et 6 heures du matin sont les plus basses, étant entendu qu'il s'agit ici d'un individu qui se repose au cours de la nuit et qui travaille au cours de la journée. Donc le paramètre pression artérielle est un paramètre qui fluctue, qui est donc sujet à un rythme que l'on appelle un rythme circadien, avec des valeurs plus basses la nuit, pendant notre repos, et plus élevées pendant la journée, au cours de l'activité. Revenons maintenant sur notre schéma qui illustre les pressions. Et nous allons nous focaliser cette fois-ci sur la pression intraventriculaire, donc la courbe en orange. Elle aussi, évidemment, évolue entre une valeur minimale et une valeur maximale. Le minimum de pression va être baptisé ici pression télédiastolique du ventricule gauche. Cette pression télédiastolique du ventricule gauche, ou PTD-VG, a dans notre exemple une valeur voisine de 0 mm de mercure. Le maximum de la pression du ventricule gauche est baptisé pression télésystolique du ventricule gauche, ou PTS-VG. Il a dans notre exemple une valeur proche de 120 mm de mercure.
Et vous noterez tout de suite que cette valeur de 120 mm de mercure est semblable à la valeur de la pression artérielle systolique. En revanche, les pressions artérielles les plus basses et ventriculaires la plus basse sont très différentes. Vous vous souviendrez que le ventricule droit, par ailleurs, présente le même type de tracé, mais là nous avons des pressions qui évolueront au niveau du ventricule droit entre 0 et 25 mm de mercure environ, et non pas 0 et 120 mm de mercure, comme nous le voyons ici pour le ventricule gauche. La courbe en jaune, enfin, est la courbe de pression intra-auriculaire. Elle aussi va évoluer, bien que sur une échelle beaucoup plus réduite que les pressions précédentes, sur une valeur minimum vers une valeur maximum. Cette pression intra-auriculaire décrit en fait 3 ondes successives, et pour la pression intra-auriculaire, ces ondes ont été baptisées l'onde A, l'onde C et l'onde V. L'onde A est une onde qui, nous le voyons, signe la fin de la phase de remplissage. C'est en fait l'onde qui est responsable de la phase de remplissage télédiastolique. Eh bien, cette onde, vous l'avez compris, est due à la contraction de l'oreillette. Lors de cette contraction auriculaire, il y a une petite régurgitation du sang dans les veines caves et les veines pulmonaires. Lorsque ceci se produit, ça va effectivement avoir un léger impact. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que le sang, au moment de la contraction des oreillettes, va pouvoir revenir en direction des veines caves ou veines pulmonaires pour l'oreillette droite? Eh bien, c'est possible parce que vous avez bien compris qu'il n'existait pas de valve entre les veines et les oreillettes. Cependant, cette régurgitation, elle est minime. Pourquoi est-ce qu'elle est minime? Eh bien, elle est limitée par le fait que la contraction des oreillettes et la contraction des muscles auriculaires qui entourent les orifices de ces veines va en fait limiter ce phénomène. Nous n'avons pas à proprement parler une valve, mais nous avons des bandes musculaires qui entourent ces orifices, qui vont augmenter donc la résistance au passage du sang à travers ces orifices. À quoi est-ce que l'onde C correspond maintenant? Eh bien, l'onde C va correspondre à l'augmentation de pression lors de la contraction isovolumétrique du ventricule gauche. Vous voyez que cette onde C, on retrouve ici la phase, elle survient au cours de la phase de contraction isovolumétrique du ventricule gauche. La pression augmente car les valves auriculo-ventriculaires vont se déformer au cours de la phase, au cours de la contraction du ventricule gauche. Elles se déforment, créant une petite montée de pression. Alors, je dis petite montée de pression, mais vous voyez qu'en amplitude, cette montée de pression présente la même amplitude que la contraction auriculaire. Et ça illustre bien le fait que la contraction du ventricule est beaucoup plus puissante que la contraction des oreillettes et que la contraction du ventricule va se répercuter par la déformation de la valve auriculo-ventriculaire par une augmentation de pression dans l'oreillette. Enfin, l'onde V précède l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire. C'est une montée progressive de pression qui va se produire au fur et à mesure que le sang rentre dans l'oreillette et qui va se produire tant que la valve auriculo-ventriculaire restera fermée. Donc on voit qu'on a une montée de pression en intensité moins marquée, mais qui va durer aussi un peu plus longtemps. Ces ondes de pouls vont se surajouter en plus aux fluctuations respiratoires de la pression veineuse. Vous avez bien compris que cet organe, le cœur, est situé dans la cage thoracique et que dans cette cage thoracique, il existe une pression négative et que cette pression
négative permet la physiologie, le fonctionnement des poumons et permet d'avoir une bonne respiration. À l'inspiration, la pression veineuse va diminuer, parce qu'à l'inspiration, la pression intrathoracique augmente. Au contraire, lorsqu'on va expirer, la pression veineuse va réaugmenter, puisque la pression intrathoracique va diminuer. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, ces variations de pression au niveau veineuse, mais c'est effectivement compliqué par le fait que, compte tenu du fait que ces pressions sont faibles, eh bien l'environnement, les variations de pression intrathoracique vont également modifier cette pression veineuse, cette pression intra-auriculaire, puisque c'est ce qu'on étudie ici. Voici dans ce tableau quelques exemples de valeurs moyennes et de valeurs normales de pression mesurées à différents endroits. Oreillette droite, ventricule droit en systole, ventricule droit en diastole, artère pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche en systole et en diastole, et enfin l'artère brachiale. Encore une fois, ces chiffres ne sont pas à retenir par cœur, parce qu'ils figurent dans tous les bons manuels, mais ce qui est important, je crois, c'est d'en retenir l'ordre de grandeur, parce qu'il permet de mieux retenir les différents phénomènes. Pour rester dans les chiffres, il sera utile, à partir des valeurs de volume systolique et de volume télédiastolique, de calculer la fraction d'éjection, que l'on note FE, qui est en fait tout simplement le rapport, exprimé en pourcentage, du volume systolique par le volume télédiastolique. Chez un individu normal et au repos, la fraction d'éjection est comprise entre 54 et 64%. Autrement dit, le ventricule gauche se vide d'environ 60% de son contenu au cours d'une contraction. À l'exercice, cette valeur, cette fraction d'éjection, peut avoisiner les 100%. Autrement dit, le cœur peut se vider de la totalité de son contenu. À l'opposé, dans certaines pathologies, la fraction d'éjection peut descendre jusqu'à une valeur de 20% seulement. Nous reviendrons sur ces notions de cœur défaillant ou d'adaptation à l'exercice à propos du débit cardiaque. Il est en effet évident que lorsque vous multipliez le volume systolique exprimé en millilitres pour un battement par la fréquence cardiaque exprimée en battements par minute, vous allez obtenir un débit qui sera exprimé en millilitres par minute et qui sera le débit de notre pompe cardiaque. Nous allons maintenant, après ce premier paragraphe assez lourd qui traite du cycle cardiaque, nous allons aborder la courbe pression-volume du ventricule gauche. Pour aborder correctement cette courbe pression-volume du ventricule gauche, il faut avoir intégré les notions qui concernent le cycle cardiaque. Si ça n'est pas le cas, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions, je vous suggère de retourner en arrière et de réécouter ces explications qui portent sur le cycle cardiaque. Par contre, si ces notions sont maintenant acquises, eh bien, vous pouvez, après votre pause, continuer et donc aborder la courbe pression-volume du ventricule gauche. En effet, il est possible de représenter les données du cycle cardiaque sur un seul diagramme, un diagramme dit pression-volume, où le volume ventriculaire est exprimé en millilitres et où il est représenté en abscisse, et où la pression est exprimée en millimètres de mercure et elle est en ordonnée. Au point A de cette boucle pression-volume, nous voyons que la pression ventriculaire est basse et que le volume ventriculaire est à sa valeur minimum, sa valeur la plus basse que l'on appelle VTS. À ce moment-là, la valve auriculo-ventriculaire va s'ouvrir, au point A donc, la valve auriculo-ventriculaire s'ouvre, ce qui va signifier le début du remplissage ventriculaire. Tout d'abord, nous observons la phase de remplissage ventriculaire rapide,
de A à B. Cette phase ramène le volume ventriculaire d'environ 75 ml dans cet exemple à 140 ml. Puis nous avons en B une sorte de point d'inflexion dans cette courbe. Et de B à C, nous observons le complément du remplissage qui va permettre de passer de 140 à 150 ml environ sur cet exemple et qui bien évidemment est lié à la contraction auriculaire. Il est clair que la contraction auriculaire n'a qu'une contribution minoritaire au remplissage ventriculaire, participation qui est, nous l'avions dit et nous le revoyons ici sur cet exemple, que de l'ordre d'environ 20%. Il apparaît également que la pression ventriculaire remonte légèrement au moment de la contraction auriculaire. La pression au point C sera la pression télédiastolique du ventricule gauche. C'est un paramètre clinique qui permettra au cardiologue de juger de l'état cardiaque de son patient. Donc la pression ventriculaire au point C, la pression télédiastolique du ventricule gauche est un paramètre clinique important. Que se passe-t-il au point C? Eh bien en C, la contraction ventriculaire va débuter. Ceci va être responsable de la montée rapide de pression que nous observons. Le passage de C en D, en effet, est rectiligne et assez brutal. Cette montée de pression va se faire sans changement de volume. Le volume est au maximum, puisque le ventricule va être un espace fermé entre C et D. La valve auriculo-ventriculaire gauche se ferme au point C et la valve aortique ne va s'ouvrir en effet qu'au point D. Donc C et D correspondent bien à la phase de contraction isovolumétrique. En D, la pression intraventriculaire va avoir une valeur d'environ 80 mm de mercure dans cet exemple. C'est la pression diastolique aortique physiologique. Chez un individu sain, c'est en effet la pression aortique la plus basse. Comme la pression intraventriculaire égalise à ce moment-là la pression dans l'aorte, nous allons avoir au point D, comme je vous l'ai dit, ouverture de la valve aortique. À partir du moment où la valve aortique, bien évidemment, le ventricule gauche va pouvoir éjecter son contenu dans l'aorte. Il l'éjecte selon deux phases. Une phase active de D en E, où la pression continue d'augmenter et où le volume diminue de façon importante. Puis une phase passive de E en F, où le volume continue de diminuer, bien que la pression intraventriculaire commence à chuter. En F, la pression intraventriculaire aura tellement baissé qu'elle va devenir inférieure à la pression aortique. À ce moment-là, la valve aortique se ferme, il ne peut plus y avoir de changement de volume ventriculaire, mais la relaxation va entraîner une baisse de pression ventriculaire assez importante. Et de F à A, nous allons observer la phase de relaxation isovolumétrique. Donc, vous voyez que sur ce simple schéma, où l'on associe à chaque point de volume un point de pression, nous allons pouvoir décrire toutes les phases du cycle cardiaque. Nous allons pouvoir retrouver les zones au niveau desquelles les valves sont ouvertes ou fermées, où elles s'ouvrent ou elles se ferment. Nous allons retrouver la correspondance entre les pressions ventriculaires et les pressions aortiques, et donc nous allons avoir un grand nombre d'informations sur cette seule courbe pression-volume. Un des intérêts de tracer des courbes pression-volume est que la surface enclose par cette boucle, comprise à l'intérieur de cette boucle, est une surface qui est égale au travail effectué par le ventricule gauche pour éjecter le sang dans l'aorte. C'est une illustration du travail cardiaque. De plus,
on peut obtenir à partir de l'analyse de cette courbe des index de fonctions systoliques et de fonctions diastoliques, comme la pente d'élastance, qui est un index de fonction systolique, ou encore la courbe de compliance du ventricule gauche, qui, elle, est un index de fonction diastolique. Voici un exemple de courbe obtenue au cours d'un choc cardiogénique. Un choc cardiogénique, c'est une situation pathologique au cours de laquelle le cœur n'est plus en capacité de fonctionner correctement. Nous observons à ce moment-là une baisse de la pente d'élastance, autrement dit, une diminution de la fonction contractile du ventricule gauche. Cette diminution de la fonction contractile du ventricule gauche se répercute aussi sur la pression télédiastolique du ventricule gauche qui va augmenter. Nous voyons là qu'elle passe d'une valeur de 10 mm de mercure à 18 mm de mercure. Cet exemple est uniquement destiné à illustrer l'intérêt de la courbe pression-volume. Mais évidemment, ça n'est pas au programme du concours puisque c'est une illustration d'une situation pathologique et je ne dois vous enseigner que de la physiologie. Néanmoins, ça permet de comprendre, je crois, un certain nombre de choses. Nous allons revenir maintenant au plan du cours. Nous en sommes donc au 3e paragraphe et nous allons aborder la description des bruits cardiaques. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous donner une piste de réflexion en vous parlant du 2e bruit cardiaque. Pour cela, nous allons revenir sur le tracé du phonocardiogramme. Nous observons que le premier bruit cardiaque débute avec la contraction isovolumétrique. En effet, sous l'effet de l'augmentation de pression intraventriculaire, un déplacement de sang s'amorce en direction de l'oreillette gauche et vient buter contre la valve auriculo-ventriculaire gauche qui est fermée. Ça va bien évidemment participer à la fermeture de cette valve, et cette valve se fermant va donner naissance à des ondes sonores qui sont enregistrables ou encore qui sont audibles à l'auscultation du cœur. Donc le premier bruit cardiaque est lié à la fermeture de la valve auriculo-ventriculaire. Le 2e bruit cardiaque va survenir quant à lui au cours de la phase de relaxation isovolumétrique. Il correspond, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fermeture de la valve aortique. Qu'est-ce qui va faire que la valve aortique se ferme? La différence de pression entre le ventricule et l'aorte. Cette différence de pression va avoir comme conséquence d'entraîner un retour de sang depuis l'aorte vers le ventricule, ce qui va fermer la valve et provoquer des vibrations qui seront enregistrables. Il existe parfois un 3e bruit cardiaque qui n'est pas représenté sur ce schéma, qui va survenir au cours, ou plus exactement à la fin de la protodiastole. Ce 3e bruit cardiaque est fréquent chez l'enfant ou encore pourra se mesurer, s'enregistrer chez l'adulte au cours d'une forte augmentation du débit cardiaque. Ce 3e bruit cardiaque n'est pas le signe pour autant d'un problème cardiaque. Enfin, lors de la contraction des oreillettes, quelquefois, même sur des cœurs normaux, en absence de toute pathologie, un 4e bruit cardiaque pourra être enregistré. La plupart du temps, seuls les 2 premiers bruits cardiaques sont enregistrables ou sont perceptibles, audibles au cours de l'auscultation. Le 4e paragraphe de ce cours maintenant va porter sur la relation qui existe entre la longueur initiale de la fibre musculaire cardiaque et la tension que cette fibre musculaire cardiaque est susceptible de développer. Avant d'aller plus loin, il convient de définir 2 notions importantes. Ces notions sont la précharge et la post-charge. La précharge est la quantité de sang qui étire les fibres musculaires ventriculaires juste avant que ne démarre la systole ventriculaire. Ça correspond au degré d'étirement du muscle cardiaque. La quantité de sang qui remplit la cavité ventriculaire dépend du retour veineux.
Tout ce qui est de nature à augmenter le volume ou la vitesse du sang qui revient en direction du ventricule va également augmenter l'étirement du ventricule et va donc avoir une répercussion sur la précharge. La post-charge, quant à elle, est la pression qui s'oppose à l'ouverture des valves aortiques et pulmonaires. La pression qui s'oppose à l'ouverture de la valve aortique et donc à l'éjection du ventricule gauche, ou la pression qui s'oppose à l'ouverture de la valve pulmonaire et donc à l'éjection du ventricule droit. Voici un tracé réalisé à la suite d'une expérience effectuée il y a très longtemps sur un cœur de mammifère. C'est un cœur qui a été isolé du reste de l'organisme. On prend un animal qu'on anesthésie, on prélève le cœur et on peut étudier ce cœur grâce à un dispositif où on va lui apporter les nutriments nécessaires, l'oxygène, etc. Sur un tel modèle, on va pouvoir artificiellement élever la pression veineuse, représentée dans le bas ici de ce tracé, de cette diapositive. À une pression veineuse moyenne, le volume systolique aura une valeur d'environ 8 ml. Lorsqu'on élève artificiellement cette pression veineuse, nous voyons que le volume systolique va augmenter de façon significative, passant à environ 13 ml sur cet exemple. Au contraire, lorsqu'on va abaisser cette pression veineuse, le volume systolique va diminuer de façon significative. De là, il est proposé que la pression veineuse va conditionner le retour veineux, que le retour veineux va lui-même conditionner le degré d'étirement du muscle ventriculaire, et que plus le muscle ventriculaire est étiré, plus il est capable de mettre en mouvement une quantité importante de sang, sans changement de la fréquence de contraction, et donc ceci ne sera possible que si le muscle se contracte plus vigoureusement, plus fortement. Et en substance, c'est ce qui a permis à deux physiologistes d'édicter une loi qui est encore aujourd'hui qualifiée de loi de Frank Starling. Cette loi a été édictée en 1918 par Ernest Starling, un physiologiste anglais, qui s'était inspiré alors des travaux d'un médecin allemand, Otto Frank. Et Ernest Starling nous dit, dans des limites physiologiques, le cœur est capable de remettre en circulation tout volume sanguin correspondant au retour veineux. On peut se poser la question de savoir est-ce que c'est une exclusivité du cœur? Eh bien non, tout muscle strié se contracte davantage pour un certain degré d'étirement qui correspond à la longueur optimale des fibres. Si vous devez faire une activité physique, vous pouvez faire des étirements, votre muscle squelettique sera plus puissant après avoir fait des étirements. Il est vrai que très souvent, les étirements servent à la récupération dans certains sports, mais ils peuvent également servir à la préparation de l'exercice physique. On observe que Frank Starling nous dit dans des limites physiologiques. En effet, cette loi n'est vraie que dans des limites physiologiques au-delà desquelles la force de contraction va diminuer. Il est en effet facile de comprendre qu'un étirement extra-physiologique va se traduire par une rupture des fibres musculaires ou par un dépassement des capacités de recouvrement des filaments d'actine et de myosine. Si vous visualisez ce qu'est un sarcomère, imaginez qu'en tirant beaucoup sur le sarcomère, à un moment donné, les fibres d'actine et de myosine pourraient ne pas se superposer. Il faut noter enfin que ce n'est pas la seule façon d'augmenter la force de contraction cardiaque, ni même la force de contraction musculaire, squelettique. Certaines stimulations nerveuses ou encore certains agents pharmacologiques auront également des effets que l'on peut baptiser des effets d'inotropes positifs. Inotropes positifs, ça veut dire qu'ils augmentent
la contractilité cardiaque. Enfin, et je finirai là-dessus, cette loi ne s'applique parfaitement que pour un cœur au repos et en bonne santé. Donc c'est une loi qui ne sera plus applicable pour un cœur défaillant. En effet, sur un cœur malade, cette loi ne s'appliquera vraiment que dans des proportions moindres. Voici un cœur à fonction diastolique normale en rouge et un cœur à fonction diastolique altérée en vert. Une élévation identique du retour veineux en abscisse n'aura pas la même conséquence sur le débit cardiaque en ordonnée. Vous voyez que pour une même augmentation du retour veineux, la correspondance sur la courbe verte se traduira par une augmentation du débit cardiaque pratiquement 2 fois plus faible de celle que l'on peut observer sur la courbe rouge qui correspond à un cœur normal. Ceci va donc nous amener tout naturellement à aborder le dernier paragraphe de ce chapitre, paragraphe qui va porter sur le débit cardiaque et son contrôle. Vous le savez, le cœur humain est une pompe. Son niveau d'activité est donc mesurable. On parlera de débit cardiaque. La définition du débit cardiaque est excessivement simple. C'est la quantité de sang éjectée par le ventricule en 1 minute. Nous pourrions nous poser quelques questions. Comment est-ce que l'on mesure ce débit cardiaque? Alors, il existe diverses méthodes de mesure, mais celle qui est la plus utilisée, en physiologie notamment, c'est la mesure du débit par une technique d'injection d'un volume de sérum physiologique froid à partir d'un cathéter descendu dans la veine jugulaire droite. C'est une technique qui utilise un certain nombre de lois de biophysique et que vous étudierez probablement par ailleurs. Ce qui m'intéresse, moi, est de me poser la question de savoir, quand on parle de quantité de sang éjectée par le ventricule, de quel ventricule est-ce qu'il s'agit? Eh bien, retenez que, dans des conditions physiologiques, le débit du ventricule gauche et le débit du ventricule droit sont identiques. En effet, cette pompe est placée sur un circuit fermé. Il va falloir que ce qui est pompé dans la petite circulation soit le même volume que ce qui est pompé dans la grande circulation par unité de temps. Enfin, cette pompe va pouvoir s'adapter. Le débit va notamment dépendre des besoins métaboliques des différents organes. Au repos, le débit cardiaque se situe entre 4 et 5 litres par minute. Ce débit cardiaque peut évidemment augmenter. C'est surtout vrai évidemment chez le sujet sain, beaucoup plus que chez le sujet défaillant. Et ce sera vrai par exemple au cours de la pratique d'un effort physique. Cependant, au repos, les besoins métaboliques ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre et vont dépendre notamment de sa corpulence. Pour cette raison, pour avoir un élément de comparaison indépendant de la taille et du poids des individus, la notion d'index cardiaque a été introduite. Cet index cardiaque tient compte de la surface corporelle. C'est la quantité de sang éjecté en 1 minute par le cœur par mètre carré de surface corporelle. J'ai indiqué sur ce schéma par mètre de surface corporelle, mais vous retiendrez qu'il s'agit évidemment pour une surface de mètre carré. Au repos, l'index cardiaque va se situer entre 2,5 et 4 litres par minute par mètre carré de surface corporelle. Il s'agit là d'une valeur normale moyenne. Enfin, il nous faut définir ce qu'est la réserve cardiaque. La réserve cardiaque sera la différence pour un individu donné entre son débit cardiaque de repos et son débit cardiaque maximum.
Les valeurs normales de débit cardiaque au repos sont, nous l'avons dit, de l'ordre de 4 à 5 litres par minute. Dans des conditions de stimulation, ce débit peut augmenter énormément. Chez un athlète entraîné, au cours de l'exercice, ce débit cardiaque pourra monter jusqu'à 30 litres par minute. Et donc on voit que, dans ces conditions, la réserve cardiaque sera voisine de 25 litres par minute. Là encore, nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous la même réserve cardiaque. Si nous revenons maintenant sur la définition du débit cardiaque et que nous l'illustrons sous forme d'une équation, nous voyons que ce débit cardiaque va dépendre de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. De fait, tous les facteurs qui vont modifier l'un ou l'autre de ces deux paramètres vont influencer le débit cardiaque. Autrement dit, parmi les déterminants du débit cardiaque, nous allons trouver la fréquence cardiaque et le volume d'éjection qui lui-même est sous la dépendance de la précharge, de la postcharge et de la contractilité que nous avons définie précédemment. Commençons par le premier de ces déterminants qui est donc la fréquence cardiaque. Cette fréquence cardiaque est une spécificité d'espèce. On admet comme loi générale que la fréquence cardiaque est inversement proportionnelle à la taille de l'animal. La souris, par exemple, souris de laboratoire, qui est assez utilisée en physiologie ou en physiopathologie, dans les laboratoires de recherche, la souris aura une fréquence cardiaque de l'ordre de 500 battements par minute. Le rat, qui est un rongeur un petit peu plus gros, aura lui une fréquence cardiaque de l'ordre de 350 battements par minute. On estime que pour l'homme, la fréquence cardiaque moyenne est de l'ordre de 70 battements par minute. L'éléphant, quant à lui, aurait une fréquence cardiaque voisine de 30 battements par minute. Là encore, est-il besoin de vous le rappeler, ces chiffres ne sont pas à retenir par cœur, mais simplement retenez les ordres de grandeur. La fréquence cardiaque varie également avec l'âge du sujet. Imaginons un individu qui à la naissance a une fréquence cardiaque de 140 battements par minute. À 1 an, cette fréquence ne sera plus que de 110, à 10 ans de 90, à 20 ans de 75 battements par minute, et enfin à 60 ans de l'ordre de 65 battements par minute. Là encore, il s'agit d'ordre de grandeur, mais vous voyez qu'entre les premiers jours de la vie et l'âge de 60 ans, nous avons perdu près de la moitié du nombre de battements par minute. Est-ce que c'est une perte ou est-ce que c'est un gain ? Est-ce que la longévité dépend de la fréquence cardiaque au repos d'un individu ? Plusieurs études portent sur ce domaine avec un certain nombre d'hypothèses. Nous ne les aborderons pas. Néanmoins, je veux que vous reteniez que la fréquence cardiaque est dépendante, entre autres choses, également de l'état physiologique du sujet, mais également de l'état pathologique du sujet. Alors, qu'est-ce que j'entends par état physiologique ? Par état physiologique, ça peut être un individu très bien entraîné à une pratique sportive. Ce sportif est connu pour avoir un cœur plus lent qu'un individu sédentaire. Ou encore, ça varie avec l'état pathologique du sujet. Un individu, par exemple, qui est sujet à une douleur intense, qui est en train de vivre un accès douloureux important, va avoir une fréquence cardiaque élevée. De la même façon, un individu qui aura une température centrale élevée aura une fréquence cardiaque plus élevée que la moyenne. Selon l'équation du débit cardiaque, nous pouvons dire que plus la fréquence cardiaque augmente et plus le débit cardiaque augmente. Mais ceci dans certaines limites. En effet, l'augmentation de la fréquence cardiaque ne se traduit par une augmentation du débit cardiaque que dans la limite comprise entre 50 et 180 battements par minute. Au-delà de 180 battements par minute, comme nous l'avons déjà signalé, le temps de remplissage ventriculaire va diminuer et la perfusion coronaire,
la perfusion des zones endocardiques du muscle cardiaque par la circulation coronaire va également diminuer. À l'opposé, une fréquence cardiaque qui serait trop basse, inférieure à 50 battements par minute, peut se traduire par une diminution du débit cardiaque. Notez bien que j'indique peut se traduire par une diminution. Ça n'est pas systématique. Vous pouvez rencontrer des individus qui auront une fréquence cardiaque plus basse que 50 par minute et qui se porteront merveilleusement bien. Ce sera notamment le cas des individus dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire des sportifs de haut niveau. Ces sportifs de haut niveau auront pour certains d'entre eux des fréquences inférieures à 50 battements par minute, avec un débit tout à fait adéquat. Cela est possible parce qu'il existe un remodelage de leur muscle cardiaque. Leur muscle cardiaque sera plus gros, mais aussi ils auront des cavités cardiaques plus importantes. Vous reverrez plus tard ces notions-là. Physiologiquement, le contrôle de la fréquence cardiaque est, vous le savez, sous la dépendance de l'activité du système nerveux autonome. Vous avez étudié ce système nerveux autonome avec le docteur de Mathéis. C'est le facteur le plus important, le système nerveux autonome, pour contrôler notre fréquence cardiaque. En effet, la fréquence cardiaque va être déterminée chez un individu donné par la fréquence intrinsèque du nœud sinusal, fréquence intrinsèque qui va être modulée par l'action combinée des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Ces deux systèmes sont en effet en permanence actifs sur le nœud sinusal. Mais il existe avec ces deux systèmes une sorte de hiérarchie. Le système nerveux parasympathique sera plus tonique que le système nerveux sympathique au repos. Si bien que la fréquence intrinsèque du nœud sinusal, qui est de 100 par minute, va diminuer sous l'effet conjugué de ces deux systèmes. L'importance du tonus du système sympathique et du tonus du système parasympathique n'est pas le même chez tous. Chez le sportif entraîné, par exemple, le tonus parasympathique est beaucoup plus important que chez un sédentaire. Et c'est ce tonus parasympathique plus important qui va impacter sur la fréquence intrinsèque du nœud sinusal pour entraîner cette bradycardie sinusale physiologique qui est l'apanage du sportif à cœur lent. D'autres phénomènes peuvent modifier la valeur de la fréquence cardiaque, mais ne sont pas directement utiles pour contrôler physiologiquement ce paramètre. Notez bien, il ne s'agit pas de contrôle, mais il s'agit d'influence. La fréquence cardiaque, par exemple, on sait qu'elle augmente avec l'élévation de température. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère qu'une élévation d'un seul degré de la température d'un individu va augmenter sa fréquence cardiaque de 10 battements par minute. Vous avez peut-être déjà constaté, lorsque vous étiez fiévreux, qu'un médecin a diagnostiqué votre problème. Plutôt que mesurer directement votre température, le médecin, quelquefois, va prendre le pouls de l'individu pour mesurer sa fréquence cardiaque. Il n'aura pas une notion très précise de la température de l'individu, mais il saura si l'individu a effectivement, comme cela, assez facilement, il saura si l'individu a une température normale ou pas. On sait que l'exercice, que cet exercice soit physique et mental, est également un facteur qui va augmenter une situation, plus exactement, qui va augmenter la fréquence cardiaque. De la même façon, l'anxiété, ou l'hypotension, ou la baisse de la pression artérielle. L'hypotension, c'est la baisse de la pression artérielle. Ou encore l'hypoxémie, la baisse de la concentration en oxygène du sang. Ou encore l'anémie, la diminution de la concentration en globules rouges, en hématie au niveau sanguin. Ou encore la douleur, les stimulants, comme le café ou le tabac, ou les médicaments. Certains médicaments que l'on dit chronotropes positifs sont des médicaments qui vont influencer positivement la fréquence cardiaque. Donc, nous avons évoqué l'inotropisme pour la contraction cardiaque et nous évoquons maintenant le chronotropisme pour la fréquence cardiaque.
Les facteurs qui diminuent la fréquence cardiaque sont par exemple les manœuvres vagales. Les manœuvres vagales sont des manœuvres volontaires que l'on peut apprendre et qui permettent de stimuler notre système nerveux parasympathique. Il s'agit par exemple d'appuyer sur les globes oculaires d'un individu. Ça va entraîner un réflexe qui active le système nerveux parasympathique et diminue sa fréquence. Les judokas savent aussi que la manœuvre d'étranglement va diminuer les forces de l'individu puisque ça va entraîner ce même type de réflexe. De la même façon qu'il existe des médicaments dits chronotropes positifs, il existera des médicaments dits chronotropes négatifs qui auront comme effet de diminuer la fréquence cardiaque. Parmi les autres déterminants du débit cardiaque, nous trouvons aussi la précharge que nous avons définie plus tôt et qui dépend essentiellement du retour veineux et qui va donc influencer le volume d'éjection systolique. Le retour veineux dépend de la compliance ventriculaire, donc de la distension ou de l'élasticité des ventricules, ce que nous avons déjà évoqué à propos des courbes pression-volume. Le retour veineux dépend également de la répartition du volume sanguin total. Ceci sera évoqué dans les cours portant sur la circulation sanguine. La répartition du volume sanguin total dépend notamment de la position du corps. Et cette répartition dépend également de la pression intrathoracique. Et enfin, cette répartition va dépendre du tonus veineux, du degré de contraction de nos veines. Enfin, troisième point, le retour veineux va dépendre de l'activité des oreillettes qui doivent être synchrones. Oreillette droite et oreillette gauche doivent se contracter de façon parallèle, en même temps. Et par ailleurs, ces oreillettes doivent se contracter juste avant les ventricules. En augmentant le remplissage ventriculaire, les fibres myocardiques s'étirent et la force de contraction augmente, nous l'avons dit. Au-delà d'une certaine valeur seuil de remplissage, par contre, la contraction ventriculaire pourra s'effondrer. Les indicateurs de la précharge sont la pression veineuse centrale pour le cœur droit, PVC, pression veineuse centrale, et la pression capillaire pulmonaire pour le cœur gauche. Cette courbe exprime l'influence de la pression capillaire pulmonaire sur le débit du ventricule gauche. Nous avons donc en abscisse exprimé en millimètres de mercure la pression capillaire pulmonaire et en ordonnée exprimé en millilitres par minute le débit du ventricule gauche. Il pourrait s'agir ici d'un patient qui arrive avec un volume sanguin insuffisant. Il aurait une volémie faible, volume sanguin insuffisant, à la suite d'une hémorragie par exemple. Ou alors c'est quelqu'un qui est particulièrement déshydraté, qui n'a pas pu s'alimenter correctement et boire suffisamment pendant un temps relativement long. Chez cette personne, on va donc lui administrer un volume croissant d'un soluté qu'on appelle un soluté de remplissage. On lui place une voie veineuse, un abord veineux, on place une aiguille dans une veine et on va administrer une quantité croissante de ce volume, de ce liquide de remplissage. La pression capillaire pulmonaire va augmenter progressivement, entraînant une élévation du débit, jusqu'à ce qu'on atteigne une pression capillaire pulmonaire seuil, au-delà de laquelle toute augmentation supplémentaire de la pression sera sans effet sur le débit. Et nous voyons qu'en dessous de cette valeur seuil, il existe une zone optimale, idéale, de pression capillaire pulmonaire. Cette zone optimale est située entre 8 et 11 mm de mercure. Nous allons maintenant aborder les déterminants de la post-charge. La post-charge correspond donc à la résistance contre laquelle le ventricule doit lutter pour éjecter son contenu. Plus la post-charge augmente,
plus le débit cardiaque diminue. C'est donc le contraire de ce que nous avons vu avec la fréquence et avec la précharge. Pour les deux précédents paramètres, en effet, plus ils augmentaient, plus le débit cardiaque augmentait, dans certaines limites. Ici, en l'occurrence, avec la post-charge, ça sera un effet inverse. Plus la post-charge va augmenter, et plus le débit cardiaque va diminuer, et inversement. Quels sont les déterminants de la post-charge? Ces déterminants sont, encore une fois, on peut les schématiser au nombre de 3. Les résistances vasculaires, qu'elles soient systémiques ou pulmonaires, ces résistances vasculaires sont en fait le diamètre des artères. La vasodilatation diminue la post-charge, alors que la vasoconstriction augmente la post-charge. La vasodilatation, c'est donc la relaxation des artères, alors que la vasoconstriction sera la constriction de ces artères. La vasodilatation se produit lors d'une stimulation du système nerveux parasympathique, par exemple. À l'opposé, la vasoconstriction se produira lors d'une stimulation du système nerveux sympathique. Parmi les déterminants de la post-charge, nous avons également des conditions pathologiques. Par exemple, un rétrécissement du diamètre de l'aorte sera une condition pathologique qui se traduira par une augmentation de la post-charge. De la même façon, une hypertension artérielle systémique, une élévation de la pression artérielle, pourra se traduire pour le ventricule gauche par une augmentation de sa post-charge. La même chose au niveau pulmonaire, c'est-à-dire une hypertension artérielle pulmonaire, pourra se traduire par une augmentation de la post-charge du ventricule droit. Enfin, la viscosité du sang est un paramètre qui détermine la post-charge. L'anémie ou l'hémodilution vont diminuer la viscosité du sang. L'anémie, c'est encore une fois la diminution de la proportion de globules rouges au niveau sanguin. L'hémodilution, c'est ce qu'on peut faire lorsqu'on va procéder à l'administration d'une solution de remplissage, comme on l'a vu précédemment. Eh bien, dans ces deux situations, anémie ou hémodilution, nous observons une diminution de la post-charge et donc une augmentation du débit cardiaque. Dans des conditions physiologiques et en dehors de toute pathologie et de toute variation de la viscosité du sang, ce sont donc les résistances vasculaires qui sont les principaux et uniques déterminants de la post-charge. La résistance vasculaire est la différence de pression moyenne entre deux endroits du système vasculaire divisé par le débit moyen. L'unité internationale de cette résistance sera le DIN divisé par des secondes divisé par des centimètres à la puissance -5. Les indicateurs des résistances vasculaires sont pour le cœur droit les résistances vasculaires pulmonaires, que l'on notera RVP, et dont les valeurs normales se situent entre 150 et 250. Et pour le cœur gauche, il s'agira des résistances vasculaires systémiques, notées RVS, dont les valeurs se situent entre 1000 et 1500. Nous retrouvons ici la notion selon laquelle le travail à accomplir pour chacun des deux ventricules pour parvenir à un débit identique n'est absolument pas équivalent. Le ventricule gauche devra fournir, comme vous le savez, un travail supérieur. Le déterminant suivant, maintenant, est la contractilité. Contractilité ou inotropisme. Il s'agit de la vitesse de raccourcissement de la fibre myocardique au moment de la systole. Quels sont les déterminants de cette contractilité elle-même? Les déterminants de la contractilité sont la contrainte pariétale, qu'on appelle également quelquefois pression transmurale. Toute augmentation de la contrainte qui s'exerce sur la paroi du ventricule gauche diminue la perfusion du muscle cardiaque par la circulation coronaire et donc sa capacité à se contracter. Nous avions déjà rencontré une situation au cours de laquelle la perfusion du muscle cardiaque par la circulation coronaire allait diminuer. Je vous le rappelle, c'est quand la fréquence cardiaque augmente de façon trop importante. L'état
de la fibre myocardique et des artères coronaires sont également un déterminant de la contractilité. Toute altération du muscle ou toute altération des vaisseaux qui emmènent à ce muscle son alimentation aura des conséquences délétères sur la contractilité. Cela semble extrêmement évident. Enfin, l'environnement de la fibre myocardique, comme par exemple la disponibilité de l'oxygène, les concentrations dans les principaux électrolytes, potassium, calcium, sodium, etc., sont des conditions qui peuvent modifier la contractilité. Enfin, l'activité du système nerveux sympathique, ou l'activité de base, le tonus de base du système nerveux sympathique, va également conditionner la contractilité du muscle cardiaque. En effet, ce système nerveux sympathique, par l'action de la noradrénaline, sera à même d'augmenter la force de contraction, notamment, de ce muscle cardiaque. Les indicateurs hémodynamiques de la contractilité sont l'index du travail systolique du ventricule droit et l'index de travail systolique du ventricule gauche. C'est ce qui est représenté dans le petit tableau dans la partie inférieure de la diapositive et qui est noté IWSVG pour le ventricule gauche et IWSVD pour le ventricule droit. Vous voyez ici que les valeurs de ces index sont assez différents puisque pour le ventricule droit, nous avons des chiffres compris autour de 8 grammes par mètre divisé par mètre carré, alors que pour le ventricule gauche, nous avons des valeurs comprises autour de 50 grammes par mètre divisé par des mètres carrés. Bien évidemment, ces chiffres ne seront pas à retenir, mais c'est l'ordre de grandeur, encore une fois, qui importe. Nous avons annoncé dans le plan du cours que le contrôle du débit cardiaque serait abordé. Comment est-ce que le débit cardiaque va être contrôlé ? Nous avons d'ores et déjà évoqué pour chacun des déterminants du débit cardiaque certains des mécanismes de contrôle et nous avons donné des exemples de situations qui modifient ces déterminants. L'esprit de cette dernière partie du chapitre portant sur la pompe et le débit cardiaque sera de synthétiser, voire de préciser ces notions. Nous avons compris que le débit cardiaque dépendait de la fréquence et du volume systolique. La régulation de ces deux paramètres est sous la dépendance du système nerveux autonome, noté SNA, sur cette diapositive, mais également sous la dépendance de facteurs chimiques comme certaines hormones ou certains ions. Et dans le cadre des hormones et des ions, nous parlerons de régulation humorale. Cette double régulation présente des caractéristiques temporelles différentes. La régulation nerveuse est rapide, alors que la régulation humorale est lente. Le système nerveux a été, comme je l'ai déjà signalé, traité par ailleurs, et l'anatomie de ce système nerveux au niveau cardiaque a été traitée par le professeur Chaffanjon. Le système nerveux sympathique a un effet qualifié de chronotrope positif, donc il augmente la fréquence cardiaque, et il est souvent également qualifié de cardio-accélérateur. Ceci illustre le fait qu'il exerce un effet stimulant sur la fréquence de décharge du nœud sinusal, et donc par voie de conséquence sur la fréquence cardiaque. Le neuromédiateur du système sympathique est la noradrénaline. Cette noradrénaline va agir sur des récepteurs au niveau cardiaque que l'on appelle les récepteurs bêta-adrénergiques et plus encore les récepteurs bêta-1 adrénergiques sont concernés par cet effet. Nous avons au premier chapitre de ce cours évoqué pour les cellules automatiques cardiaques l'existence d'une phase dite de dépolarisation diastolique lente. Eh bien, la noradrénaline a la capacité d'augmenter la pente de cette DDL, créant ainsi une augmentation de la fréquence sinusale. Vous pouvez également noter que la noradrénaline va aussi diminuer le temps de conduction du nœud auriculo-ventriculaire. Autrement dit,
il va augmenter la vitesse de conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Et vous vous souvenez que cette structure impose un arrêt dans la transmission de cet influx. Cet effet est baptisé d'effet dromotrope positif. C'est donc la vitesse de conduction au niveau du nœud AV. Enfin, le système est également inotrope positif, c'est-à-dire que sous l'action de la noradrénaline, les cellules cardiaques, par l'intermédiaire des mêmes récepteurs exprimés au niveau des cellules automatiques, mais cette fois-ci ces récepteurs bêta-adrénergiques sont exprimés sur les cellules musculaires cardiaques, eh bien ces cellules vont répondre par une contraction qui est à la fois plus forte, mais aussi plus rapide, une contraction plus puissante et qui va se faire en un laps de temps plus court. Ces deux actions, contraction plus forte et plus rapide, vont dans le sens d'une élévation du débit cardiaque. En revanche, la noradrénaline va aussi pouvoir agir sur les vaisseaux sanguins, par l'intermédiaire cette fois-ci d'autres récepteurs adrénergiques, qui sont les récepteurs alpha-adrénergiques. Ceci va provoquer une vasoconstriction et donc une élévation de la post-charge. Nous avons vu que toute élévation de post-charge se traduit par une diminution du débit. Donc sous l'action du sympathique, si on prend l'action purement cardiaque, nous avons trois effets qui sont tous les trois dans le sens d'une augmentation du débit. Et si nous prenons l'effet vasculaire, l'effet sur les vaisseaux de la noradrénaline, nous observons un effet qui irait plutôt à l'encontre d'une augmentation du débit. La résultante de tout cela est que le système nerveux sympathique est effectivement un système capable d'augmenter le débit cardiaque. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est du système nerveux parasympathique. Ce système nerveux parasympathique va exercer, par l'intermédiaire de son neuromédiateur qui cette fois-ci s'appelle l'acétylcholine, vous le savez, une action qui est une action chronotrope négative. On parle également d'action cardiomodératrice. L'action chronotrope négative illustre le fait que l'acétylcholine va diminuer la pente de la DDL des cellules automatiques sinusales. Les fibres parasympathiques se distribuent essentiellement sur le nœud sinusal et sur le nœud auriculo-ventriculaire. Elles se distribuent très peu sur le reste des structures cardiaques. Ce sont essentiellement les cellules automatiques qui sont concernées. Elles libèrent à ce niveau-là donc l'acétylcholine, qui va exercer son effet par l'intermédiaire de récepteurs que l'on appelle cette fois-ci les récepteurs muscariniques. Cet effet va donc prendre action, se traduire par une diminution de la pente de DDL des cellules automatiques, mais aussi par une augmentation du temps de conduction auriculo-ventriculaire. Par un effet chronotrope négatif pour le premier exemple et dromotrope négatif pour le deuxième exemple. Ces deux mécanismes vont dans le sens d'une diminution du débit cardiaque. En revanche, l'acétylcholine va également exercer un effet sur la circulation sanguine, entraînant une vasodilatation périphérique, et donc une diminution de la post-charge, et donc, théoriquement, une augmentation du débit cardiaque. Là encore, quelle est la résultante de ces trois phénomènes? Eh bien, la résultante est que une stimulation parasympathique se traduira par une diminution du débit cardiaque, surtout sous la dépendance donc des deux premiers phénomènes décrits. Une stimulation parasympathique va entraîner, vous vous en souvenez sans doute, une diminution de la fréquence des influx du nœud sinusal qui pourra même interrompre la décharge du nœud sinusal et bloquer complètement la conduction du nœud auriculo-ventriculaire. Il y a provocation d'un arrêt cardiaque, puis réapparition d'une activité à une fréquence faible. C'est le phénomène d'échappement que nous avons déjà rapporté dans le chapitre 1 de ce cours et qui se traduit par la genèse des influx dans d'autres parties du système de conduction. La plupart du temps, c'est le faisceau auriculo-ventriculaire qui va prendre le relais, donc,
et qui explique ce phénomène d'échappement. Abordons maintenant la régulation humorale, qui fait intervenir cette fois-ci des messagers chimiques qui seront soit des hormones, soit des ions. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment, puisque, évidemment, le système nerveux va agir lui-même par l'intermédiaire de messagers chimiques. Mais ces messagers chimiques, lorsqu'il s'agit du contrôle par le système nerveux, sont libérés à proximité de l'organe, alors qu'ici, la régulation hormonale fait intervenir des hormones produites à distance qui vont arriver au niveau du cœur par l'intermédiaire de la circulation sanguine. Parmi les hormones, nous pouvons citer les catécholamines, qui sont largement représentées par l'adrénaline. L'adrénaline est une hormone qui est sécrétée par une glande située au-dessus du rein que l'on appelle la médullosurrénale et qui appartient au système nerveux sympathique, vous l'avez étudié. Eh bien, l'adrénaline va mimer au niveau cardiaque les effets de la noradrénaline. La régulation humorale fait également intervenir un autre système que l'on appelle le système rénine-angiotensine. Ce système rénine-angiotensine, on va vous en parler également dans le cours de physiologie rénale. C'est un système qui va être activé lors de la baisse de pression au niveau de l'artère rénale. Et le médiateur de ce système est l'angiotensine 2, qui est un agent vasoconstricteur assez puissant. Enfin, on peut citer également la thyroxine. La thyroxine est une hormone thyroïdienne qui est responsable d'une tachycardie et d'une élévation de la pression artérielle par le biais d'une augmentation de la consommation d'oxygène. Vous avez des personnes qui ont des activités thyroïdiennes supérieures à la normale et qui ont des concentrations de thyroxine circulante très importantes, plus importantes que la norme. Ceci va avoir des conséquences cardiaques et cardiovasculaires. Enfin, nous pouvons parler du facteur natriurétique auriculaire. C'est quelque chose qui est assez intéressant en physiologie, je trouve, puisque c'est une hormone qui est produite elle-même, plus exactement par le cœur lui-même. C'est le cœur qui est capable de produire cette hormone en réponse à la dilatation du muscle cardiaque. Et donc nous illustrons ici une nouvelle fonction du cœur. Nous avons parlé de sa capacité à s'auto-activer, de sa fonction pompe, etc. Eh bien, nous abordons ici, très rapidement, la notion selon laquelle le muscle cardiaque présente une activité de type endocrinienne. Ce facteur natriurétique auriculaire va agir sur le rein pour diminuer le volume sanguin, diminuer la volémie donc, ce qui se traduira par une diminution de la pression artérielle et donc par une diminution du débit cardiaque. Pour assurer un fonctionnement physiologique, il faut que le rapport des concentrations ioniques, enfin, intra- et extracellulaires, autrement dit des concentrations en calcium, potassium, sodium, chlorure, etc., à l'intérieur de la cellule et dans le liquide interstitiel, il faut que ces concentrations soient à l'équilibre. Ainsi, l'hypocalcémie va se traduire par une modification de l'activité cardiaque. L'hyperkaliémie ou l'hypokaliémie auront également des répercussions. Si je dois, pour conclure, souligner les points importants à retenir de ce cours assez long, je citerai évidemment les événements du cycle cardiaque et leurs caractéristiques, la courbe pression-volume et son interprétation, la connaissance de l'origine des bruits cardiaques, les implications fonctionnelles de cette relation qui existe entre la tension et la longueur d'une cellule cardiaque contractile, et enfin tout ce qui concerne le débit cardiaque et sa régulation. Comme tout cela est assez passionnant et intéressant, je pense que vous y parviendrez sans trop d'efforts. Je vous remercie de votre attention.